Est-ce que c'est toi? Tu as passé la trentaine, tu l'as peut-être même bien dépassée et tes relations amoureuses ne donnent toujours pas ce qui te fait du bien, ce qui te fait plaisir. Tu as essayé plein de choses, lire des livres, regarder mes vidéos, tu as peut-être fait quelques séances chez le psy et pourtant tu es toujours célibataire, ce qui évidemment n'est pas une tare en soi, c'est juste que c'est pas ce que tu as envie. Et peut-être que tu essaies aujourd'hui d'expliquer cette situation, mais pourquoi est-ce que je suis toujours célibataire à mon âge? Si jamais les explications que tu trouves aujourd'hui c'est « je suis pas assez bien, tous les mecs bien sont déjà pris, peut-être que le couple c'est pas fait pour moi », ou encore autre chose de cet acabit-là, je sais pas quoi, tu me diras en commentaire, regarde cette vidéo ma tourterelle, tu vas comprendre plein de choses. L'avantage d'avancer en âge et de cumuler éventuellement des relations qui ne te satisfont pas, c'est l'expérience. Ou alors justement pour beaucoup, l'expérience est justement l'inconvénient, parce que ce n'est pas tant l'expérience que tu fais qui est importante que ce que tu retiens de tes expériences, ce que tu fais de tes expériences. Qu'est-ce qui fait que c'est un avantage ou un inconvénient? C'est la résilience. Soit tu la développes et tu peux faire un apprentissage positif de tes relations qui se sont pas passées comme tu voulais, auquel cas ça occasionne de la croissance et de la confiance. Soit tu en manques et tu fais un apprentissage négatif des situations négatives, auquel cas là ça génère plutôt de la protection et de la peur. C'est pour ça que pour certaines d'entre nous, plus on avance en âge, plus on a peur. Parce qu'on a peur justement de reproduire tout ce qui s'est passé. Parce que moins ça marche, plus on a peur que ça continue de ne pas marcher, parce qu'il y a des apprentissages qui ne se font pas. On ne reste pas seul pendant ou après des relations qui n'ont pas marché, qui ont été peut-être même parfois traumatisantes. La peur qui génère ces protections n'est pas toujours vécue, parce que tu peux aussi te dire exactement dans cette situation que non mais c'est bon, je sais ce que je veux, j'ai plus envie de tolérer les conneries de mes ex. Sauf que quand tu te dis vraiment ça, c'est censé te diriger vers ceux qui n'en font pas des conneries et pas juste te protéger de tout le monde, parce que souvent ce « je sais ce que je veux », en fait c'est plus une forme de contrôle et de rigidité. Parce que si tu sais vraiment ce que tu veux, il n'y a pas de résistance en toi pour aller vers ce que tu veux et donc tu y vas tout simplement. Si aujourd'hui ça ne se passe pas, c'est parce que tu crois savoir ce que tu veux alors qu'en fait c'est plus de la protection. Alors il faut savoir que les traumatismes, ce ne sont pas que des événements traumatisants qui te laissent sous le choc. Il y a aussi des choses beaucoup plus subtiles que ça. Parce que des traumatismes, c'est ça aussi. Une carence d'attention, que ce soit à un moment important ou alors par microdose quotidienne, ça peut être de la violence physique ou verbale et il y a différentes intensités de violence. Donc là aussi, des toutes petites violences répétées, c'est aussi traumatique. Il y a une négligence des besoins. Je pense qu'on peut aussi noter dans les traumatismes les freins et les conséquences négatives à l'affirmation de soi. C'est-à-dire que quand je suis moi-même, l'autre me critique par exemple. Évidemment, il y a des séparations brutales ou importantes, ou les deux. Et encore plus évidemment comme traumatisme, les chocs émotionnels dans une relation, parce qu'il va y avoir par exemple de la trahison ou une désillusion qui va être forte. Et tu vois, on a tous des traumatismes, c'est pas évidemment tous les mêmes et à la même intensité, mais étant donné que c'est quelque chose qui se développe dès l'enfance et même parfois vraiment très tôt, on en a tous et ces traumatismes-là vont quasi tous avoir des impacts sur nos relations amoureuses. Maintenant, en plus des traumatismes de l'enfance, quand tu commences à avoir un petit peu d'expérience dans la vie et à avoir à ton actif plusieurs relations, bah tu rajoutes, si elles se sont mal passées, aussi les traumatismes de ces relations en plus de ceux de ton enfance. C'est pour ça que si les premiers n'ont pas été bien gérés et que tu rajoutes en plus ceux de ta vie d'adulte, ça fait que ça marche pas. Alors les deux sont liés, hein, parce qu'un traumatisme qui n'est pas pris en charge, on ne peut pas se dire bah, avec le temps ça va aller. Non, avec le temps ça empire. Donc tu vois, si c'est un travail que tu n'as pas encore fait, et ben, plus tu traînes à le faire, parce que c'est des choses difficiles évidemment, et qu'il faut avoir du courage pour faire ce travail-là, et bien plus tu traînes à le faire, plus ça a des répercussions sur ta vie affective d'adulte ensuite. Parlons maintenant de ta vision du couple. C'est quelque chose qui est très peu connu et donc très sous-coté et pourtant très important puisqu'il s'agit du point de départ de toutes tes actions et de tous tes comportements qui vont ou ne vont pas vers la rencontre et vers l'autre. Ta vision du couple, elle a donc une influence au moment de la rencontre, elle a aussi une influence tout au long de la relation, au niveau de tes croyances, de tes attentes et de la manière dont tu gères les différences et les conflits avec ton partenaire. Pour rentrer dans le concret, partons de quelques exemples.
Commençons avec le fameux « je ne veux pas m'engager » que tu as sûrement déjà dit ou sûrement au moins déjà entendu. Probablement que je ne veux pas m'engager parce que si je m'engage et que après je me rends compte que cette relation ne me convient pas et que j'ai envie de partir, je vais devoir rompre une promesse que j'ai faite. Je vais devoir peut-être trahir et donc blesser quelqu'un, ce qui va probablement vouloir dire à ses yeux être une mauvaise personne. Tout ça a lieu si je ne me sens pas libre de partir, et je ne me sens pas libre de partir si j'ai une vision du couple qui m'étouffe. Alors évidemment, je ne dis pas que cette vision du couple concerne 100% des personnes qui ne veulent pas s'engager, mais ça reste quelque chose de très fréquent. Autre chose, j'ai envie d'être en couple. J'ai envie d'être en couple, mais ça n'arrive pas. Putain. Autre chose, j'ai envie d'être en couple, mais ça n'arrive pas. Il peut y avoir plein de choses derrière ça, tout un tas de visions du couple, sachant que, j'ai oublié de le dire, la vision du couple est très souvent inconsciente. Mais ce truc-là, j'ai envie d'être en couple, mais ça n'arrive pas, ça peut être dû au fait que le couple, quand tu dis j'ai envie d'être en couple, c'est associé aujourd'hui pour toi à tes relations passées, et tu fais une forme de généralisation abusive, dans le sens où les couples que tu as vécus égalent le couple. Ça peut aussi être une vision négative du couple hétéro, tel que classique, tel qu'on le connaît dans notre système patriarcal. Où tu peux te dire, j'ai pas envie d'un mec qui fout rien à la maison et qui comprend pas les histoires de charge mentale, j'ai pas envie d'être la féministe qui doit l'éduquer et m'exposer à son niveau de conscience zéro sur le sujet. Et pour rejoindre un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une partie de toi qui associe peut-être le couple à la fusion, au fait de faire des concessions, de perdre tes libertés, et toi dans tout ça où t'es. Dis-toi bien que, à part si tu as fait un travail conscient sur le sujet, quand tu vas vers le couple et que ça ne donne pas ce que tu veux, c'est très probablement que tu as en tête, en tâche de fond, un couple que tu ne veux pas et que c'est ça ton repère principal. Tu as plus peur qu'envie d'y aller, tu vois plus d'avantages à être célibataire qu'à être dans un couple comme celui-ci, comme celui que tu imaginais jusque-là. Alors sachant que cette vision du couple, elle est aussi corrélée à une vision de toi en couple. Peut-être parce que tu n'aimes pas comment tu te comportes en couple et que en plus de ça, tu fais la différence entre comment tu te comportes et la personne que tu es. Tu fais une confusion entre le faire et l'être. Et peut-être que les enjeux affectifs, tout faire pour que ça marche, ils prennent le pas sur ton affirmation. Tout faire pour être et rester toi-même à l'intérieur même de cette relation. Indépendamment de si ça plaît ou pas, et je sais que c'est là que c'est difficile pour beaucoup. Autre exemple très classique, l'amour sain, le couple sain, c'est chiant. Il n'y a pas de passion là-dedans, c'est juste un truc stable, sérieux. Et je sais que ce qui contribue beaucoup à cette image-là, c'est quand on dit moi j'aimerais quelque chose de sérieux. Franchement, qui ça fait rêver quand on parle de j'aimerais un couple sérieux? Il y a combien de gens qui disent ça alors que eux-mêmes, ça les fait chier rien que de l'imaginer? Parce que là aussi, on est dans des extrêmes. Soit on a de l'intensité qui stimule, soit on a du calme qui ennuie. Dans notre accompagnement La Terrasse, il y a justement une tourterelle la semaine dernière qui a mis le doigt exactement là-dessus. En la questionnant un petit peu sur la question qu'elle venait de poser, elle s'est rendue compte qu'elle était tout le temps avec des gens qui étaient addicts à quelque chose et que s'imaginer avec un mec normal, ça l'ennuyait d'avance. Tu m'as déjà entendu te dire que l'amour c'est comme un jardin, donc viens. Tu vois, ça c'est mon jardin. Et mon jardin, c'est un terrain en pente, du début à la fin. Ce qui est génial avec ce terrain en pente, c'est qu'il y a vachement de relief, ça a vachement de charme. Il y a des petits coins par-ci par-là, il y a des points de vue plus hauts que d'autres. Clairement, ça va pas être un jardin ennuyeux et je suis hyper contente d'avoir un terrain en pente. Maintenant, un terrain en pente, ça a aussi des inconvénients parce que en marchant dans ce jardin pour le jardiner, en fait, c'est hyper crevant de monter et descendre tout le temps. Et alors quand je me fatigue à monter et descendre dans mon jardin, je suis pas pour autant en train de me dire ah merde, j'aurais dû prendre un terrain plat parce que en fait ça s'est pas présenté comme ça, j'ai un terrain en pente, c'est tout, je dois faire avec. Par contre, je vais créer du plat dans ce terrain pour faire des espèces de trêves, des espèces de plages sur lesquelles mon corps pourra se reposer. Plutôt que d'avoir des pentes tout le temps, je vais laisser de la pente et puis je vais parfois terrasser le terrain pour faire du plat. Est-ce que mon terrain va devenir chiant pour autant? Bien sûr que non, il va juste y avoir un peu de tout. Je vais garder les avantages du relief et je vais créer des zones de plat. Alors je peux dire ça parce que moi j'ai un terrain en pente, mais qu'est-ce qu'on fait si on a un terrain plat d'office? On peut créer du relief. J'ai un copain à côté, son terrain il est plat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des buts. Et si tu veux pas créer du relief dans ce jardin avec des tas de terre et des buts, le relief ça se crée aussi en fonction des arbres et des végétaux que tu vas choisir. Tu vas travailler les volumes de ton jardin. Donc il ne s'agit pas d'avoir un couple qui monte et qui descend tout le temps sous prétexte qu'il y a vachement de relief et que c'est hyper aventureux, on n'en est pas là pour faire du trekking et de la haute montagne. Il ne s'agit pas non plus de marcher sur une route plate et morne pendant toute la vie. Il y a un juste milieu, non pas spécialement à trouver, mais à créer. Tu as un rôle à jouer là-dedans.
pour que le couple dans lequel tu vas jardiner, il ait à la fois du calme, à la fois du plat et à la fois du relief. Une autre. La relation amoureuse, c'est difficile, c'est fatigant, je préfère la paix de mon esprit. Alors oui d'accord, pourquoi pas, chacun ses priorités, mais chacun ses priorités du moment. Et c'est très souvent ce moment qu'on oublie, parce que quand on dit je préfère ma paix d'esprit, souvent, comme il n'y a pas vraiment de temporalité et que mécaniquement on ne met jamais de temporalité sur quoi que ce soit, eh bien ça se transforme à je préfère ma paix d'esprit tout court. Exactement comme les personnes en situation de contre-dépendance le disent, elles disent je n'ai pas besoin de quelqu'un plutôt que je n'ai pas besoin de quelqu'un pour survivre. Tu vois, c'est vraiment ce je n'ai pas besoin de quelqu'un tout court, et là c'est pareil, je préfère ma paix d'esprit tout court. Mais là c'est la même chose que ce que je disais tout à l'heure, il n'y a que quelqu'un qui en a chié en couple pour dire un truc pareil et qui est à ce moment-là plus en contact avec ses difficultés passées qu'avec ce qu'il peut en faire, qu'avec la responsabilité de ce qu'il peut créer, première chose. Et deuxième chose, oui c'est vrai que la relation amoureuse n'est pas spécialement la voie de la facilité, admettons. Certes, relationner avec quelqu'un de manière intime et quasi quotidienne, ça a des contraintes, mais quand on dit ça, on est plus en contact avec les contraintes qui sont perçues, parce que d'accord il y en a, mais entre celles qui sont perçues et les contraintes que ça représente vraiment, déjà très souvent il y a un fossé. Et surtout, faut pas oublier qu'une relation amoureuse, ça nourrit, ça apporte aussi des belles choses dans la vie. Et que quand je trouve que je préfère ma paix d'esprit parce que le couple c'est difficile et que ça représente trop de contraintes, je suis pas en contact avec ce que ça va m'apporter, je suis uniquement en contact avec ce que ça va me retirer dans la vie, donc forcément que j'ai pas envie d'y aller. Et je sais que les personnes qui pensent comme ça, elles ne pensent pas comme ça spécialement consciemment, c'est juste une vision du couple absolument automatique qui est là et qui n'est pas spécialement remise en question. La vision du couple, en fait, c'est tes croyances, et les croyances, par définition, c'est ce qu'on considère comme la vérité. C'est pour ça que c'est pas remis en question. Et la vision du couple, c'est une autre manière de parler de tes croyances, si tu veux. Mais voilà, le réflexe n'est pas de les remettre en question, ni même de les identifier, puisqu'on considère ça comme la vérité absolue. On confond sa réalité avec la réalité. Bon, après, cette histoire de l'amour c'est difficile, il y a trop de contraintes, etc., c'est aussi lié à une forme d'immaturité qui n'a pas encore compris que la liberté, ce n'est pas ne pas avoir de contraintes. Parce qu'il n'y a aucune situation où il n'y a pas de contraintes, où il n'y aurait que des choses faciles, fluides, que des avantages. La liberté, ce n'est pas ne pas avoir de contraintes. La liberté, c'est choisir ses contraintes. L'acceptation de ça, ça permet de prendre la responsabilité de tes difficultés pour construire quelque chose qui est épanouissement sur le long terme. Quand tu veux être en bonne santé sur le long terme, tu vas pas manger des pizzas tous les jours. À un moment, tu vas bien devoir te priver de pizza, tu vois, si tu veux t'y mettre. Là, c'est pareil. Donc, est-ce que tu aurais le même état d'esprit que quelqu'un qui a envie de manger de la comfort food un peu tout le temps et que, pour prendre soin de la santé de son corps, non, il doit faire quelques efforts alimentaires. Est-ce que tu as ce même état d'esprit en amour ? Il faut voir aussi que la perception de cette difficulté, elle est d'autant plus forte que tu manques de compétences relationnelles. Ça, c'est ma vidéo précédente. Et qu'à cause de tout ce que je viens de citer, t'as la flemme de les développer parce que t'en vois pas l'intérêt. Parce que si c'est pour vivre la même chose que mes parents et que tout ce que j'observe, alors c'est pas la peine. Si c'est pour faire l'éducatrice féministe d'un mec qui n'a rien compris à l'équilibre et à ce qu'est une relation sur un pied d'égalité, ça m'intéresse pas. Tu vois, en fait, tout ça, toutes ces visions-là nourrissent ta disposition à apprendre des choses pour construire le couple dont tu rêves. Et ça devient un cercle vicieux. C'est pour ça que ta vision du couple est si importante et qu'il est juste capital de travailler consciemment sur cette vision du couple pour qu'elle te donne envie de développer les compétences et de développer l'énergie que requiert un couple qui vaut la peine d'être vécu sur le long terme. La troisième raison qui peut expliquer ton célibat aujourd'hui, si c'est une situation que tu subis, c'est qu'on se dirige vers les partenaires qui nous rappellent des choses familières. En fait, sans t'en rendre compte, puisque évidemment ça se fait inconsciemment, tu vas te diriger vers des partenaires qui vont te rappeler ce que tu as déjà vécu dans des relations affectives précédentes. Et des relations affectives, ça ne veut pas nécessairement dire des partenaires amoureux. Les relations affectives, ça comporte toutes nos relations familiales.
et toutes nos relations, où notre affect a été impliqué donc également avec des amis, ou en tout cas ici des personnes avec lesquelles tu t'es construite quand tu étais enfant et ado et même plus tard. Ce sont tes relations où tes émotions ont été engagées. L'être humain est un être d'habitude. Ce qui est familier, ce qui est connu de lui, c'est associé à du confort, à de la sécurité, même si c'est de la merde. Sortir de cette merde demande un vrai travail, ça demande d'être déloyal à ce que tu as vécu, ça te demande de t'affirmer face à ton ego, face à tes mécanismes de protection, face à tes habitudes qui se forgent depuis des années. Alors, dit comme ça peut paraître complètement décourageant, mais c'est tout à fait possible. C'est juste que si aujourd'hui tu galères avec ça, fais-toi accompagner parce que, oui, ça demande du support et ça demande un petit peu d'énergie. Être heureuse en couple ou être heureuse dans n'importe quel domaine d'ailleurs, ça demande des efforts, ça demande une forme de discipline. C'est pas toujours une partie de plaisir dans l'immédiat, c'est un investissement. Donc ça veut dire que sur le moment ça fait chier, mais quand tu le fais bien, tu as un retour sur investissement après et tu y gagnes. Et ça te donne envie de réinvestir quand tu vois ce que les bons efforts au bon endroit t'apportent. Et donc oui, ça te demande de t'ouvrir à l'inconnu, ou en tout cas à ce que tu ne connais pas, à ce que ton système ne connaît pas encore dans tes cellules. Et ça, ton ego, il aime pas. Alors il fait pas ça pour te faire chier ton ego, hein. Ton ego c'est la partie de toi qui est en charge de ta sécurité, mais c'est juste qu'il a ses propres filtres, il a ses propres critères de sécurité et c'est pas exactement les mêmes que ceux qui te font du bien aujourd'hui. Ton ego en fait il est resté bloqué quand t'étais bébé quoi. Donc ça veut dire qu'il cherche à te maintenir en sécurité dans tes repères affectifs actuels et aussi dans tes repères de ton identité, dans ta perception de qui tu es. Ton ego, il s'en tape que tu grandisses, il s'en tape que tu sois heureux, il veut que tu sois safe, de son point de vue. Alors oui, tu vas me dire, on peut être et heureuse et safe. Évidemment, ça c'est le jackpot et c'est vers quoi j'espère que tu es en train de tendre à force de suivre ma chaîne et travailler dans mes programmes. C'est juste que si c'est pas ce avec quoi tu es réellement parti dans la vie et on est tous là à des degrés différents, oui, ça demande plus ou moins de travail. Et pour terminer, je voudrais te parler d'un truc un petit peu tordu, qui est notre capacité à recevoir. Là aussi, ça concerne absolument tout le monde. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir une relation très très forte avec quelqu'un peut-être que tu admires beaucoup, que tu trouves super, et te dire en même temps « je le mérite pas » ou « je suis pas sûre d'être à la hauteur ». Peut-être de te dire que ce mec, il est trop bien pour toi, ou peut-être de pas vraiment comprendre pourquoi cette personne s'intéresse à toi, mais qu'est-ce qu'elle te trouve de si spécial? Tu te demandes peut-être pourquoi les mecs qui s'intéressent à toi sont ceux qui ne t'intéressent pas et que ceux qui toi t'intéressent, eux ils s'en foutent de toi. Alors il peut y avoir plein de raisons derrière ça, mais la capacité à recevoir en est une. Alors autre chose qui peut peut-être paraître un petit peu tordu, mais l'idée que si tu réussis ta vie amoureuse et que si tu t'épanouis dans cette sphère de ta vie, ou évidemment n'importe quelle autre puisque ça concerne tous les domaines, tu vas faire de l'ombre à quelqu'un. Moi, un jour, j'ai trouvé Jordan collant. Alors, comme j'ai une bonne capacité de recul et que je peux facilement rentrer dans le factuel, je me suis dit, attends, Galou, quels sont les faits exactement qui te conduisent à penser qu'il est collant? Parce qu'il fait attention à moi, parce qu'il est présent, parce que en fait, c'était que des trucs cool que j'avais toujours voulu, mais que j'avais jamais eu dans cette proportion-là. Et que, en fait, une partie de moi, y a une partie de moi pour qui c'était pas cohérent. Il y a une partie de moi pour qui recevoir autant d'attention, de qualité et autant de présence, ce n'était pas quelque chose de familier. Donc, mon système a trouvé une raison très crédible sur le moment pour rejeter cette attention qui était perçue comme intruse par mon système. Tu vois, en fait, en lien avec ce que je disais tout à l'heure, ce qui nous est familier, c'est comme si tu avais une température de base, une température moyenne de tous les bonheurs et les malheurs que tu as vécu dans ta vie et que imagine que le plus bas auquel tu sois descendu ce soit 3 degrés et que le plus haut auquel tu sois monté ce soit 15 degrés, tu vas avoir une moyenne à 9 degrés, admettons. 9 degrés, c'est quand même pas ouf, il fait un peu frisquette, donc tu vas chercher à augmenter ton niveau de bonheur. Sauf que au moment où tu vas arriver aux 15 degrés, en fait ton système va commencer à être en surchauffe et si tu veux dépasser les 15 degrés parce que quand même t'aimerais bien être en t-shirt, et ton ego justement va te ramener à plus bas. Et en fait c'est comme une sorte de plafond de verre qui fait que et on a tous ça, et à différents stades de nos vies, qui fait qu'on va toujours être ramené à la température qui nous est familière, à laquelle finalement, dans la moyenne, on a toujours vécu.
Donc c'est pour ça que ça demande une grande conscience de vraiment t'ouvrir pleinement à ce que tu veux. Parce que je rencontre tellement de personnes qui courent après un amour qui, une fois qu'il est là, elles le rejettent pour tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Je le mérite pas, c'est pas cohérent, c'est bizarre, tout ça. Alors que c'est quelque chose qu'elles veulent profondément. Mais une fois qu'elles l'ont, elles le sabotent. Je crois que tu commences à le comprendre, t'ouvrir réellement au bonheur amoureux auquel tu aspires, c'est pas toujours quelque chose de très intuitif. Ça s'improvise pas, c'est un vrai travail parce qu'en fait, il y a des entourloupes partout. Encore une fois, des entourloupes qui sont pas là pour te faire chier, c'est juste des conflits intérieurs, différentes parties de toi qui veulent différentes choses et qui n'arrivent pas à s'accorder sur les stratégies pour obtenir ces choses-là. Bon, bref, c'est un petit peu compliqué, mais c'est quand même ça. Toutes ces parties de toi qui veulent différentes choses de différentes manières, c'est ça qui crée tous les paradoxes, toutes les ambivalences, toutes les allées et venues qui font qu'à un moment tu vas vers l'autre et à un autre moment tu fais un pas vers l'arrière. Et qu'au final tu ne fais que faire du surplace. Faire ce travail-là, développer les comportements qui vont te permettre d'accéder au bonheur amoureux auquel tu aspires et au bonheur de ta vie en général, ça demande du recul, ça demande de la structure, ça demande de la discipline et une vraie compréhension des mécanismes inconscients humains. Chez Viens on s'aime, on appelle ça préparer ton terrain avant la rencontre. Pour que l'arbre de votre relation, il puisse germer, pousser, grandir dans un sol fertile où il y a de la place. C'est un travail qui est indispensable à n'importe qui ne vit pas encore la relation amoureuse à laquelle il aspire. Si c'est toi, considère vraiment le faire. Et ce que je te propose, c'est de jeter un œil à mon programme de tourterelle à tourtereau, puisque dans la première partie de ce programme, c'est justement ce travail-là qu'on fait. C'est-à-dire que le premier module, c'est la vision du couple, le point de départ. On pose les bases de ce que tu veux vraiment. Tu définis ta destination idéale, c'est-à-dire le couple que tu veux, et tu mets ton GPS dessus de manière à ce que tu te concentres sur la route et pas le fossé. Le fossé étant les couples que tu ne veux pas ou que tu ne veux plus. Ensuite, grâce au deuxième module, tu vas aller vers la libération de ton passé. Ici, on vide les gros boulets qui sont dans le coffre de la voiture, qui consomment toute l'essence qui est précieuse, n'est-ce pas? Et au module 3, on passe à l'action. Là, en gros, je t'apprends à démarrer et à conduire ta bagnole, à pas flipper dès qu'il y a un moustique qui se bute contre le pare-brise. Je t'apprends à conduire à une bonne allure qui va suffisamment vite pour que tu avances et suffisamment lentement pour que tu te plantes pas dans les virages et que tu puisses freiner quand il est encore temps. Je fais des métaphores autour de l'amour et du jardin, je me filme autour des pies qui font du bruit depuis 10 minutes et je me retrouve au final à parler de bagnole. Bon, bref, dans ce programme, j'ai plein d'infos, pépites et d'exos concrets pour t'aider à partir dans ta prochaine relation sur des bases 100 fois plus prometteuses que les précédentes. Dans le respect de qui tu es aujourd'hui, sinon ça sert à rien. Ce programme de tourterelle à tourtereau, il est à la base de mon accompagnement La Terrasse qui rouvre ses portes en janvier pour 3 mois. Mais si tu veux prendre un petit peu d'avance, sache que ce programme donc de tourterelle à tourtereau, il est disponible toute l'année et que tu peux le prendre dès maintenant. Pour ça, tu cliques tout simplement sur le lien dans la description et on se retrouve dans cette très riche cabane à outils.